Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David et Comment bonjour ça à va? toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Pareil. Il y a un livre, alors évidemment je l'apprends au dernier moment, il débarque sur le plateau, il me donne son livre. Parce qu'en fait, il ne sort que la semaine prochaine, le 2 septembre, mais je l'ai reçu le premier exemplaire en exclusivité là hier, donc je voulais ramener exprès pour vous pour Ecorama. Voilà. Reset, quel nouveau monde pour demain, donc signé Marc Toiti. Après la pandémie, rien ne sera plus jamais comme avant. Effectivement, ça on s'en doute un petit peu. Il faut qu'on... J'ai tout expliqué dedans. Oui, on va en parler évidemment, mais juste, le problème c'est qu'on a eu le fort rebond de l'activité en France au mois de juin. Et là, on se dit que dans les indicateurs qu'on a, ça semble un petit peu patiner cet été. On a les indicateurs, PMI, c'est le moral des entrepreneurs, des directeurs d'achat, qui a rebaissé en août de 6 points. On est à peine au-dessus des 50. On a eu ce matin la confiance des Français dans la reprise économique. C'est pas flamboyant. Vous confirmez que cet été, ça s'est un petit peu tassé, que le rebond s'essouffle, qu'il est de moins en moins vigoureux? En fait, j'avais évoqué depuis le début, c'est-à-dire c'est le syndrome du fond de la piscine. On a touché le fond de la piscine. Je rappelle l'état des lieux. Au premier semestre 2020, le PIB français a baissé de 19%. C'est-à-dire que nous sommes numéro 3 mondiaux. Le pire, c'est l'Espagne, moins 22. Après les Anglais, moins 20. Nous, on est à moins 19. Donc, on est dans le trio de tête. Enfin, plutôt de... Ouais, mais quand on tombe très bas, on rebondit. Alors voilà, c'est ça le truc. Donc après, effectivement, on a eu en juin-juillet une forte remontée des indicateurs avancés, notamment des directeurs d'achat que vous avez évoqués. Et là, pour le mois d'août, c'est vrai que c'est assez inquiétant, puisque dans l'industrie, on est même passé sous la barre des 50. Vous savez, c'est une enquête très facile à comprendre. Il y a la barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En dessous, c'est le recul de l'activité. L'indice global a été un petit peu au-dessus, 51,7. Voilà, mais pour la composante industrie, on est en dessous. Exactement. Donc, ce qui veut dire que, malheureusement, on retrouve les fondamentaux de l'économie française. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier... mais c'est un petit peu tôt quand même, non, le coup de frein, il est où? Il est quoi? Il est dans l'industrie, dans les services? Il y a plusieurs coups de frein. D'abord, il y a un problème structurel. Et pourquoi? La croissance structurelle de l'économie française, n'oublions pas, c'est 1% par an. C'est la croissance annuelle moyenne depuis 10 ans. Au premier semestre. Et voilà. Donc c'est ça tout l'enjeu. C'est qu'après, on a un redémarrage, mais là aussi, il y a encore beaucoup de secteurs d'activité qui n'ont pas redémarré. Évidemment, on pense au tourisme, on pense à l'hôtellerie, on pense à la restauration, on pense à l'aéronautique, au transport aérien. Même au luxe, qui a du mal à redémarrer. Un petit peu l'automobile, ça va mieux, mais pas forcément pour Renault, etc. Donc tout ça fait qu'on a des situations où malheureusement les secteurs phares de l'économie française, parce que c'est eux qui tuent, je rappelle que la France est la première destination touristique mondiale. Donc quand ça va bien, c'est super, puis quand il n'y a pas de touristes, évidemment ça fait mal. Donc on a un effet, justement, qui fait que nos secteurs phares, malheureusement, comme ils sont en souffrance au niveau mondial, mais également en France, ça nous empêche, qu'ils pèsent plus, effectivement. Qui nous sur empêche de redémarrer. Et puis après, la grande erreur, je l'avais dit à Bruno Le Maire, je dis faites attention, pendant le confinement, on a été très large en France. On a donné évidemment beaucoup, sauf que comme les Français ne pouvaient pas consommer, eh bien cet argent, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu augmenter l'épargne des Français. 100 milliards d'euros. Voilà. Et Bruno Le Maire a dit il faut que les Français dépensent ces 100 milliards d'euros. On lui posera la question demain, d'ailleurs, quand on le verra au MEDEF. Comment... J'y serai d'ailleurs, on se reverra aussi. Mais je veux dire, le vrai problème, c'est l'enjeu suivant, c'est que comment obliger les Français à consommer? C'est-à-dire que pendant le confinement, évidemment, ils avaient peur, donc, et puis surtout, tout était fermé, on ne pouvait pas consommer. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là ce que j'appelle la deuxième vague. C'est comme dans un tsunami, c'est-à-dire que c'est quand la mer se retire qu'on voit l'ampleur des dégâts. Donc c'est maintenant qu'on a des faillites d'entreprise, qu'on a des licenciements, qu'on a du vrai chômage. Et donc les Français se disent, on leur a donné beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils font avec cette épargne? Ils ne vont pas la consommer parce qu'ils vont au contraire augmenter l'épargne de précaution. En général, quand il y a une crise, les revenus des ménages, des Français baissent. Et là, ce revenu, il a plutôt bien résisté au global, même si effectivement pour les indépendants ou d'autres, ça peut être compliqué. Et c'est ça l'erreur justement. C'est que donc il faut créer un choc de confiance. Mais voilà, tout à fait. C'est ça que le problème, c'est que, encore une fois, moi j'ai souvent évoqué, il faut garder des cartouches pour la reprise, pour la relance, effectivement. Et si on a déjà tout donné, ou presque, pendant le confinement, on ne pouvait pas consommer de toute façon, ça ne servait pas à grand-chose. Le plan de relance, c'est jeudi prochain, nous a dit aujourd'hui le Premier ministre Jean Castex. Tout à fait. Et là aussi, attention, il ne faut pas distribuer les milliards n'importe comment. Il faut une stratégie d'investissement, d'innovation, éventuellement du social. Donc tout le problème aujourd'hui est là. C'est que malheureusement, pour créer un moteur de confiance, ça va être très compliqué parce qu'on a déjà beaucoup fait pendant, je dirais, le confinement. Donc, vous savez, j'ai fait une simulation justement que je mets dans le livre, qui est très simple. Là, on a fait donc moins 19%. Parce qu'on me dit, j'entends souvent, vous inquiétez pas, maintenant qu'il y a le déconfinement, hop, on va retrouver le niveau de PIB quelque part, d'avant-crise l'année prochaine. Non, le gouvernement, la Banque de France, Bruno Le Maire, les gens sérieux vous disent, mi-2022, en 2022, on retrouvera le niveau de PIB de fin 2019, sans prendre en compte la croissance qu'on n'aura pas eue pendant 2 ans. Exactement. Mais bon, ça veut dire quand même, en 2 ans, c'est fini, quoi. En gros, c'est ça. Alors, j'aimerais y croire, bien entendu. Mais j'ai fait des vraies simulations, parce que là, moi, je ne travaille pas avec David Copperfield, comme à Bercy, je ne sais pas trop comment ils font leurs chiffres. Donc, il y a une simulation très claire. Donc, on a fait moins 19% au premier semestre. Si on fait, hypothèse très optimiste, plus 12%
de reprise au second semestre. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant, mais admettons, soyons fous. Okay, et après, deuxième hypothèse très optimiste, on table sur une croissance annuelle moyenne, tenez-vous bien, de 2,5% par an, justement en phase de rattrapage. Sur 2021, la projection du gouvernement est plutôt autour de 5. Exactement. 4 ou 5. Oui, oui, d'accord, mais moi je vous dis 2,5% en moyenne, entre guillemets, sachant que la croissance annuelle moyenne des dernières années, c'est 1% par an. Donc admettons, soyons fous, soyons optimistes, eh bien on retrouve le niveau de PIB, donc de 2019, on le retrouve en 2025. Et même si on fait une hypothèse encore plus optimiste de 17% de hausse au second semestre 2020, ça veut dire que voilà, on corrige la crise par miracle, et qu'après surtout, il n'y a pas de reconfinement, il n'y a pas de nouvelle crise, parce qu'on le sait très bien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc souvent malheureusement, on a des nouveaux à-coups de croissance. Maintenant que ce ne soit pas le cas, là dans le meilleur des cas, c'est 2023. Et par contre, il y a un autre scénario plus pessimiste, certains diront réaliste, donc pareil, on fait plus 12% au second semestre, et après on a une croissance, on va dire, plus normale, de 1,5% par an, ce qui est, je rappelle, le niveau qu'on a, on a même 1% par an depuis 10 ans, donc c'est notre croissance structurelle. Et bien mais en là, 2021, on fera plus qu'un quelques pourcents en 2021. D'accord, non, mais je vous parle en moyenne, bien sûr, c'est une moyenne que je dis, c'est-à-dire qu'effectivement en 2021, on va avoir plus 3 ou plus 4, et puis après, finalement, et ça sera une correction. Donc on aura néanmoins une moyenne. À ce moment-là, en moyenne 1,5%, on retrouve le niveau de PIB en 2030. Il ne faut pas mentir aux Français, parce que c'est ça le vrai enjeu qu'on a. C'est comme au début de cette pandémie, on dit non, mais c'est une grosse grippe, c'est rien, il ne faut pas mettre de masque, tout va bien. Non, il faut dire la vérité. Donc le scénario le plus probable, c'est qu'on ait effacé la crise en 2025. 2025. C'est le scénario on va dire, le plus crédible et optimiste. Encore une fois, j'ai fait les détails, j'ai chiffré exactement, pour ne pas lancer des chiffres comme ça, des dates importantes. Et le plan de relance ne servira à rien, les 100 milliards le plan de relance, justement, c'est ça l'enjeu. C'est les plus 12%. Le plan de relance, c'est ça. C'est qu'effectivement, et surtout, il faut une adhésion. Ça veut dire que globalement, les Français vont consommer, les entreprises vont investir. Je vous rappelle quand même qu'au premier semestre 2020, il ne faut pas l'oublier ça aussi, l'investissement des entreprises, parce qu'on parle beaucoup de la consommation des ménages, mais l'investissement des entreprises a baissé de 22%. Donc ça, c'est très dangereux. Si je compare aux États-Unis, l'investissement des entreprises a baissé de l'ordre de 9%. Vous voyez, sur la même période. Donc même si c'est différent, donc ça c'est le nerf de la guerre. Si l'investissement effectivement baisse très fortement, il ne redémarre pas fortement, alors là derrière il y a des problèmes en termes de destruction. Oui, mais là je vous trouve excessivement sombre parce qu'on a 100 milliards d'euros d'épargne qui ont été réalisés par les Français. Cette épargne, encore une fois, est parce qu'il y a de la confiance, parce que peut-être qu'on trouvera un traitement, etc. Si le plan de relance est bien ciblé, il y a quand même un montant qui est important, 100 milliards d'euros, c'est le triple du plan de relance de la crise financière. Non mais clairement, mais c'est encore une fois, c'est les 12% ou les 15% de reprise du second semestre. C'est là-dedans. Parce que globalement, c'est vrai que c'est bien. Et puis encore une fois, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas obliger les Français à consommer. S'il y a du chômage, s'il y a des craintes, ils vont gonfler leur épargne de précaution. Je ne dis pas que c'est bien, mais simplement, c'est une réalité qu'on observe d'ores et déjà. Et parallèlement, on le voit. Moi, ma crainte, c'est qu'on revienne sur des risques sociaux, voire sociétaux, où même malgré le fait qu'en France, on a 32% de dépenses sociales, on soit numéro 1 mondiaux, malheureusement, il y a encore beaucoup de Français qui sont mécontents. Peut-être à juste titre, je ne sais pas, mais c'est quand même délicat. Et donc, ça, c'est une autre crainte. Ça veut dire qu'on fait l'hypothèse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Marc, pour qu'on retrouve notre niveau de PIB de 2019 le plus vite possible? Moi, je pense que justement, le vrai enjeu aujourd'hui, il est sur l'investissement des entreprises. C'est-à-dire que la clé, c'est ça, c'est que là, on dilapide les milliards, très bien, on ne sait pas d'où ça tombe, puis là aussi, n'oublions pas, parce que le fait de dilapider les milliards, ça ne coûte rien, parce que c'est la BCE qui finance via la planche à billets. Ou l'Europe. Mais indirectement la BCE aussi. Oui, mais tôt ou tard, il faudra payer tout ça. C'est-à-dire que globalement, pour l'instant, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Est-ce que ça va durer éternellement? Parce que là, on est à 0, voire légèrement négatif. Si ça monte un tout petit peu, on passe à 0,5 ou 1, et regardez ce qui se passe au niveau des banques. Aujourd'hui, les banques, par exemple, comme elles ont octroyé beaucoup de crédits, certes, garantis par l'État à 90%, mais j'en parlais hier encore avec des dirigeants bancaires, les 10%, c'est une créance douteuse. C'est 15 milliards. Donc oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 12 milliards de risques sur les banques. Puisque 10% de 115 milliards d'euros donnés, 115 milliards distribués dans le cadre du PGE, 10% ça fait... Oui, mais d'accord, mais ça c'est le point juste sur le PGE. Mais il ne faut pas oublier qu'avant la crise, on avait, n'oubliez pas, 150 milliards de créances douteuses dans les banques françaises. Avant le Covid. Des provisions étaient faites à hauteur de 10 milliards d'euros sur les 6 plus grosses banques françaises sur le premier semestre. Complètement, mais je n'ai pas entré dans la technique, mais ça c'est simplement, je travaille longtemps dans une banque, comme vous le savez, le vrai enjeu c'est que ça fait monter ce qu'on appelle le coût du risque. Ouais. Donc quand le coût du risque augmente, les banques doivent mécaniquement répercuter sur les taux de crédit. Et on le voit, le taux de crédit augmente un petit peu. Ah non, sur les crédits immobiliers, c'est reparti à la baisse, les chiffres cet été. Oui, c'est reparti à la baisse. Mais comme ça avait remonté un petit peu, clairement aujourd'hui, les conditions d'octroi de crédit sont plus rigoureuses. Et c'est normal.
C'est normal. Ah, les Faut conditions, pas le niveau de les taux. conditions, oui, c'est-à-dire que c'est pas du crédit de crunch comme on dit, mais c'est une sorte de rationnement du crédit de point de vue rationnel, parce qu'on ne peut pas comme ça octroyer n'importe comment des crédits. Je vous rappelle que là aussi, les ménages français font comme l'État. La dette des ménages français aujourd'hui, c'est 103% de leurs revenus. Du jamais vu dans l'histoire de France. 103% du revenu d'endettement des ménages. Donc si effectivement l'emploi redémarre, le chômage baisse, j'espère bien sûr qu'on aura un vaccin, ou du moins une thérapie, quelque chose comme ça. C'est sûr que j'espère tout ça. Mais on espère tous. Mais néanmoins, malgré cela, vous avez aujourd'hui un danger dans la mesure où on est tous exposés au risque. On a cette dette qui a fortement augmenté, génère un risque pour l'ensemble des acteurs économiques. Ce qui est bon pour la compétitivité du site France, c'est des impôts de production qui vont baisser de 20 milliards d'euros sur 2 ans, une trajectoire d'impôt sur les sociétés qui est confirmée et tend vers 25%, c'est une taxe d'habitation pour les plus aisés qui n'a pas été supprimée. La taxe d'habitation n'a pas été supprimée, elle devait l'être. Qui le sera pour 20% des Français, c'est confirmé par les promesses n'engagent que ceux qui croient. Confirmé par le ministère de l'économie. Donc tout ça, c'est quand même bon pour le site France. On met de côté la taxe d'habitation sur l'impôt de production, impôt sur les sociétés. Oui, j'ai d'ailleurs signé hier la pétition là, dans les échos justement des économistes pour dire qu'effectivement il faut baisser davantage encore l'impôt de production. C'est bien, on a encore 60 milliards de plus qu'en Allemagne par exemple. Donc là aussi. 60 milliards moins 20, ça fait 40. Non, c'est-à-dire malgré les moins 20, on est encore 60 milliards d'écart. Désolé, aussi, effectivement. Voilà. Donc par rapport aux Allemands. C'était l'écart. Donc on a un écart. On n'est pas obligé de prendre comme référence les Allemands. On peut prendre aussi la moyenne européenne. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais disons que globalement, moi je préfère prendre les premiers entre guillemets. Si on fait les références effectivement, ceux qui sont en dessous. Oui, mais la moyenne, là aussi, en termes de dépenses publiques, on est numéro 1 mondiaux des dépenses publiques. Pareil pour les impôts, on est numéro 1 mondiaux. Donc là, on est très loin, on est très au-dessus de la moyenne pour tout le monde. Et notamment, effectivement, pour les charges qui pèsent sur les salaires, pour les impôts sur les entreprises. Et donc, vous proposez quoi? Parce que c'est bien de démolir tout ce qui est fait par le gouvernement. Je démolis pas, mais je l'ai même dit que ça va dans le bon sens. Donc, je l'ai dit dans le livre. Alors après, je fais toute une série de mesures, justement, pour aller plus loin, notamment sur l'impôt sur les sociétés. Et surtout, vous faites quoi sur l'IS? Je vais beaucoup plus loin dans la baisse, et beaucoup plus rapide, bien entendu. Et pareil, moi je baisse aussi l'impôt sur les ménages, pour donner, par exemple, la CSG, qu'on a augmenté de façon un petit peu en déconvenue, mais clairement, il faut donner justement de la confiance. Si vous baissez l'impôt clairement sur la CSG, donc sur la fiche de paye finalement, pour les ménages, là, vous donnez un boom de confiance. Enfin, en même temps, ils ont beau avoir une épargne de 100 milliards d'euros, les Français, ils ne la dépensent pas, cette épargne. Donc, si vous rendez du pouvoir d'achat aux Français, vont-ils le dépenser ou pas? C'est sur du court terme. Mais encore une fois, de toute façon, ça fait, là, avec la CSG, c'est pour toujours, vous comprenez. Et puis, bon, heureusement, j'espère qu'il y aura des Français qui vont quand même consommer, ça c'est clair. Et puis surtout, et c'est là où j'arrive pour mon point central, il faut une stratégie d'investissement. Des entreprises qui vont évidemment embaucher. Une stratégie, là aussi, qu'on appelle de destruction créatrice, où peut-être on va détruire des emplois dans les anciens secteurs d'activité, on va en créer davantage dans les autres, avec des efforts de formation, etc. Il y a de l'argent qui est mis pour la formation. Mais il y a un plan jeune, là, il y a un plan jeune, c'est quoi? On va créer des emplois jeunes. Ça fait des années qu'on fait ça. C'est pas ce que veulent les jeunes, c'est ce que je veux dire. Ce que veulent les jeunes, c'est un vrai boulot, c'est pas juste simplement des aides. Alors, c'est du palliatif, mais c'est pas du structurel. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on a cette crise qui est dramatique, et donc finalement on continue la même stratégie qu'avant. Donc c'est le problème du reset. Le reset, il y a deux types de reset, c'est-à-dire l'appareil ne marche plus, il y a des bulles partout, des dysfonctionnements, donc après à un moment on doit appuyer sur le reset pour que ça redémarre. On appuie sur le reset, mais là il y a deux cas de figure. Soit c'est mieux qu'avant, donc effectivement on tire les leçons des erreurs du passé, bien sûr sur l'économie française, mais également sur la mondialisation, sur la Chine, etc. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Et puis parallèlement, il y a l'autre reset qui est beaucoup plus dangereux, où on fait les mêmes erreurs qu'avant. Donc on dilapide les milliards n'importe comment, on augmente la dette publique, on dit la BCE fait la planche à billets pour faire plaisir au marché, et ça ne fonctionne pas. Donc c'est ça qui est très dangereux dans cette crise, c'est que finalement on doit en tirer les leçons pour éviter justement les mêmes erreurs que par le passé. Sinon le monde de demain, ça sera le même qu'avant, mais en pire. Ouais. Sauf que sur les 100 milliards d'euros de plan de relance, il y a 30 milliards pour la transition énergétique. Pardon, c'est pas rien. Oui, bien sûr, mais moi, vous voyez, c'est tout le problème. J'ai un chapitre justement sur 40 pour la relocalisation, sur la décroissance, etc. Tout ce problème est là. Pour moi, la vraie écologie, c'est pas d'arrêter de prendre l'avion. Parce que là, évidemment, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur aérien, dans le secteur du tourisme. C'est une catastrophe, parce que derrière, il y a des destructions d'emplois, il y a du chômage, etc. Donc, pour moi, la vraie écologie, c'est de créer justement des avions à hydrogène, de créer des voitures propres, etc. C'est ça l'écologie. C'est qu'on a le même monde, mais on va mieux l'utiliser pour faire justement de l'activité économique, pour faire de la croissance et pour faire des emplois. Sinon, la décroissance, c'est horrible. On a une situation où, vous savez, j'ai fait un chapitre sur le monde de demain, où j'ai parodié la chanson de, vous savez, Foule sentimentale d'Alain Souchon, vous vous souvenez? Le bonheur, c'est d'avoir plein de nos armoires, etc. Moi, j'ai mis, le bonheur aujourd'hui, c'est de rien avoir. Et on nous fait culpabiliser, on dit non, en fait, non, là, il faut arrêter. Alors, c'est vrai que la consommation à outrance, ça n'a pas de sens, mais il y a un juste milieu, mais entre l'un et rien. Et justement, c'est ça, il faut avoir cette démarche stratégique.
d'innovation et cette démarche justement dynamique de consommation positive, bien entendu, pas n'importe comment. Mais s'arrêter, ce monde, c'est horrible, ce qu'on nous propose, c'est quand même assez horrible. Donc il faut vraiment éviter ça. Pour clore sur difficile de clore, mais en tout cas sur le sujet économique et de la reprise en France, on n'a pas une reprise aujourd'hui, on a un rebond de l'économie. On a un rebond, mais c'est pas une reprise. Non, on a un rebond technique, c'est-à-dire en fait le fond de la piscine, tac, on a touché, on redémarre, mais on n'a pas sorti la tête de l'eau. C'est-à-dire que c'est un peu mécanique, c'est technique. Il y avait le confinement, très dur confinement, donc c'est pourquoi on a une chute du PIB aussi forte. Et après, une fois qu'on déconfine, mécaniquement, il y a des secteurs qui reviennent. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui souffrent encore énormément, où ça n'a pas du tout redémarré. Bon, je l'évoquais tout à l'heure, je ne reviens pas. Et donc c'est ce qui fait que c'est un rebond technique, mais ce n'est pas effectivement une reprise durable. Et pourtant, même sans reprise durable, les marchés, eux, se sont repris. Et là, on passe à la bourse. Alors, n'écoutez pas les projections, les prévisions de Marc Toiti. En général, il y a tout faux. Non, plus sérieusement, ceux qui disent que la reprise boursière, parce qu'on peut parler largement de reprise boursière, est irrationnelle, vous êtes comment dans ce débat? Moi, je trouve que c'est presque un petit peu aujourd'hui, presque honteux, entre guillemets. Parce que Qu'est-ce qui est honteux? Je vais vous dire, la finance, etc., la bourse, ça a une trop mauvaise image. Donc, regardez le contexte aujourd'hui. On a des licenciements, des faillites d'entreprises et la bourse qui flambe. Donc, on va dire, le citoyen moyen ne comprend pas. Comment dire que c'est extrêmement dangereux. Et là aussi, c'est pareil, ça fait partie du reset. C'est-à-dire que les banques centrales, aujourd'hui, c'est elles qui distribuent n'importe comment cette planche à billets, cette cocaïne. Vous auriez voulu une crise à la 1929? Non, mais non, pas du tout. Pas du tout. Justement, alors je montre justement les crises de 1929. Il fallait qu'elles interviennent, les banques centrales. Évidemment, pas comme ça. À bon escient. À bon escient. Là, aujourd'hui, on a l'impression. On a évité la crise financière grâce à elle, vous le savez. Non, mais n'oublions pas que la crise, la bulle, était avant ce corona. Parce que, moi, je me souviens, le corona avait déjà commencé en Chine et les marchés boostaient. Attention à ce micro, parce qu'il est tellement excité que son micro commence à se barrer. Il est chinois, ce micro? Non. C'est français, c'est made in France. Ah, bravo. Aux armes citoyennes. Alors. Et donc, effectivement, on a ce danger où, finalement, on a beaucoup injecté de liquidité, ce que j'appelle cette cocaïne, entre guillemets, des banques centrales, avant même le Covid-19. Donc, aujourd'hui, on a repris la même démarche pour faire plaisir au marché. Et c'est vrai, on l'évoquait tout à l'heure avec Trump, il y a aussi tout l'enjeu des élections américaines. Donc, Trump fait tout pour qu'il ne se passe rien d'un point de vue du marché boursier jusqu'aux élections. Mais après, c'est évident que ça ne pourra pas durer. Je vous rappelle un élément très simple. Les marchés boursiers valorisent des profits. Ouais, ça, c'est la base. Des profits à venir, voilà. qu'on actualise à aujourd'hui. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain? Sans être grand clair, on a une récession dramatique. Donc, c'est-à-dire que souvent, on me dit, oui, il ne faut pas que les entreprises distribuent des dividendes. Il n'y aura pas de dividendes, parce que globalement, dans certains cas, parce qu'il y aura des pertes. Donc, aujourd'hui, les marchés boursiers valorisent des pertes. C'est quand même assez incroyable. On se retrouve dans la bulle Internet, vous savez, de 2020. Oui, mais c'est parce que les marchés tirent un trait sur 2020, que se projettent déjà sur 2021. Mais non. Même 2021, vous avez la garantie qu'on va avoir des profits élevés en 2020 et 2021. Et surtout qu'il va y avoir des faillites d'entreprises. Comprenez? Et puis après, les élections américaines. Moi, je ne pense pas que les GAFAM, etc., on va les laisser continuer comme ça. Ça devient trop dangereux. Si c'est Joe Biden qui est élu, justement. Que ce soit Joe Biden, justement, il va vouloir mettre les hauts là, parce que je vous rappelle que là, on ne respecte pas du tout les lois antitrust aux États-Unis. On a des monopoles extrêmement dangereux, où il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de taxation, donc ça devient... Non mais, sur le CAC 40, c'est aberrant d'avoir un CAC 40 à 5000 points, au vu de la... Disons que clairement aujourd'hui, alors encore une fois, c'est aberrant par rapport à la récession. C'est ça le vrai enjeu. C'est que quand vous prenez, alors au début, c'est vrai que on a eu une baisse des marchés de 38% en quelques jours. 40% en un mois. On n'a jamais vu une baisse du CAC 40 entre mi-février et mi-mars de 40%. Au plus bas, mais entre 38-40, peu importe. Mais c'est vrai qu'après, on a redémarré assez fortement, mais pas autant que le Dow Jones, parce que le Dow Jones, on est quasiment sur les niveaux d'avant. Le Nasdaq, évidemment, on a dépassé des nouveaux sommets historiques. Mais sur le CAC 40, effectivement, le vrai enjeu, c'est qu'on n'a pas, je dirais, de dividendes à venir, ou très peu. Donc, qu'est-ce qu'on valorise exactement? En fait, c'est très simple. Comme l'argent est gratuit, comme il n'y a pas d'alternative, parce que les placements obligataires, ça ne ramène rien, donc on se dit, finalement, autant aller à la bourse par défaut, puis on verra bien après. Donc c'est ça qui est dangereux. Mais encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'épargne. Trop d'épargne dans l'économie, c'est pas bon. Vous comprenez? Cette épargne, elle devrait être utilisée justement pour l'investissement, pour la consommation. Et donc c'est là où les banques centrales se sont trompées. Elles ont injecté trop de liquidités. Donc c'est délirant un CAC 40 à 5000 points selon vous? Je pense qu'aujourd'hui un CAC 40 est trop excessif, effectivement, à 5000 points, pas 4000. 5000 points. C'est délirant pour vous? Oui, c'est délirant si vous voulez, mais je dirais que globalement, on va trop loin. C'est excessif parce qu'on a une déconnexion entre la réalité économique et la réalité boursière. Donc on revient dans le monde d'avant. On revient dans les bulles, on n'a rien compris. On continue effectivement les bulles. Donc c'est ça qui est dangereux. Et donc, encore une fois, il ne faut pas avoir peur. C'est comme sur l'immobilier. J'ai un chapitre que je consacre à ça. Il ne faut pas avoir peur de la baisse des prix. Quand on a une bulle, il faut que les prix baissent pour retrouver des prix normaux.
pour retrouver une normalité, pour retrouver du bon sens. Là, on est dans une fuite en avant qui est extrêmement dangereuse, parce qu'il faut être honnête, on ne maîtrise pas ce qui va se passer devant. Et ce qui va se passer demain, notamment également en termes de dette publique, où là, ça flambe. Je rappelle que cette année, on va avoir une dette publique française peut-être de 120, 125% du PIB. Quand on vous écoute, on a envie de se tirer une balle. Non, pas du tout, Bah pas si, du tout hein. ça. Mais non, au contraire. Je suis très optimiste, je donne des stratégies justement pour sortir de la crise. Mais il faut arrêter de mentir. Moi, je pense que le drame aujourd'hui, c'est un problème de vision du monde. Alors, la vision du monde qui est de dire, le déni de réalité, ah non, je vois rien. Là, on met le masque là, on met le masque là, on voit plus rien. C'est ce que je veux dire. Non, il faut aujourd'hui dire la vérité et réagir en conséquence. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que, effectivement, les marchés boursiers s'éclatent, mais l'investissement, la consommation n'est pas là, les entreprises souffrent, etc. Donc voilà, il ne faut pas perdre de vue ça. Donc pourquoi ce biais optimiste des marchés? Pourquoi cette lévitation selon vous? Moi, je pense que clairement, alors bien sûr, Ils on sont peut-être espère plus tous. optimistes que vous. c'est Non, tout. on espère tous qu'il y aura un vaccin, que etc. ça va Ça, c'est sûr. reprendre. Mais bon, le vaccin, il faut qu'il marche encore, hein, parce que généralement, les premiers vaccins, c'est pas le top, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut faire attention là aussi. Non, le vrai enjeu, c'est encore une fois, c'est la cocaïne des banques centrales. Donc maintenant, c'est de la drogue dure, si vous voulez. Quand vous êtes habitué à ça, bon, j'en ai jamais pris, je vous rassure, hein, mais j'ai entendu parler. Donc vous voyez Faut effectivement. en douter. Hein. Oui, voilà. Vous voyez effectivement le monde complètement différemment. Donc c'est pourquoi les investisseurs se disent bon, ben, on a les banques centrales qui sont là, rien ne peut nous arriver, donc on continue comme ça. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Voilà, Reset à lire, c'est le nouveau livre de Marc Toiti, Quel nouveau monde pour demain. Donc à lire quand on a le temps et si on en a envie. Bah oui, il est déjà disponible sur Amazon en précommande. D'accord. Allez-y. Merci d'avoir été avec Puis il y a nous, des Marc graphiques Toiti, dedans, très des graphiques, c'est très explicite également. C'est pas qu'un donc. La discours moitié du d'économiste. bouquin, c'est du graphique. Non, quand même pas. Non, il y a des graphiques très explicites pour voir, pour visualiser, parce que c'est également important que l'économie, c'est pas simplement, je dirais, des phrases ou des chiffres. Marc Toiti, invité de la grande interview Avec plaisir. en direct sur Boursorama. Merci Marc. Merci, bye.